À 3000 km de la France, dans les montagnes escarpées du Caucase, 4 millions de personnes s'expriment dans une langue dont le mystère reste entier, le géorgien. Son alphabet, unique et étrange, ne garde aucune trace des influences grecques, latines ou cyrilliques. Depuis des siècles, linguistes et historiens se heurtent à cette énigme. Certains prétendent qu'il aurait été créé par des moines isolés du monde, d'autres par une famille puissante souhaitant unir un peuple dispersé. Mais aucune preuve ne tranche. Et si cette histoire semblait déjà fascinante, elle n'est que l'introduction. Nous découvrirons des peuples qui communiquent par des sifflements interdits par l'Église, des codex anciens décryptés. Bienvenue dans notre exploration des langages oubliés. Préparez-vous à plonger dans des secrets où l'on ne perd pas seulement ses repères linguistiques, mais parfois même son sens du réel. Nous sommes encore au début du XVe siècle, dans le royaume coréen gouverné par Sejong le Grand. Souverain respecté pour sa sagesse, il fait face à un problème majeur. Son peuple n'a pas d'écriture adaptée. Les Coréens doivent utiliser les caractères chinois, un système complexe et inaccessible à la majorité. Paysans, artisans, commerçants, tous sont exclus de la lecture et de l'écriture, freinant la culture, l'éducation et l'administration. Sejong comprend que l'unité et la force de son royaume passent par une langue écrite accessible à tous. Il prend alors un pari audacieux. Créer un alphabet entièrement nouveau, simple, intuitif et fidèle à la langue parlée. Entouré d'érudits et linguistes, il travaille dans l'ombre pendant 3 ans, inventant des lettres inspirées des mouvements de la bouche et de la langue. Le but ? Que n'importe qui, même un enfant, puisse apprendre à lire et écrire en quelques jours sans passer des années à mémoriser des caractères compliqués. En 1443, le Hangul voit le jour. Chaque symbole représente un son, et sa forme reproduit la position des lèvres et de la langue. Mais ce bijou d'ingénierie linguistique est accueilli avec méfiance. Les lettrés et élites confucéennes, attachés aux traditions chinoises, y voient une menace à leur pouvoir. Certains rejettent cet alphabet avec violence, refusant que le peuple accède à ce savoir. Sejong, lui, reste inflexible. La langue est un droit fondamental. La culture ne doit pas être un privilège réservé à quelques-uns. Aujourd'hui encore, cet alphabet est célébré pour sa logique et son efficacité. Cette histoire prouve qu'armer un peuple ne demande pas toujours une épée. Parfois, il suffit de lui offrir des mots, des lettres, une langue qui lui ressemble et le libère. Changeons maintenant d'horizon. Nous voici sur l'île de la Gomera, aux Canaries, où montagnes et vallées abruptes rendent la communication d'un village à l'autre quasi impossible. Les habitants ont trouvé une solution surprenante, le silbo, une langue sifflée capable de reproduire tous les sons de l'espagnol. Chaque voyelle, chaque consonne, chaque intonation possède son équivalent sifflé. Grâce à lui, un berger peut transmettre un message à des kilomètres, sans crier, sans fatigue. Pendant des siècles, cette langue invisible a relié les communautés, servant à prévenir un danger, rassembler les troupeaux, partager les nouvelles. Mais le monde change. Dans les années 1950, avec l'arrivée du téléphone et la modernisation progressive de l'île, ce monde si particulier a bien failli disparaître. Les enfants apprennent l'espagnol, mais le silbo, la langue sifflée, tombe peu à peu dans l'oubli. Avec lui, c'est une partie de la mémoire de la Gomera qui risque de s'éteindre. Heureusement, les habitants ont fini par prendre conscience de sa valeur unique. Récemment reconnu par l'UNESCO, le silbo est aujourd'hui enseigné dans toutes les écoles de l'île. Et jeunes apprennent à siffler avant même de maîtriser parfaitement la lecture et l'écriture espagnole. Mais ce qui fascine vraiment, ce n'est pas seulement sa fonction pratique, c'est sa beauté. Chaque sifflement semble converser avec la montagne, se faufiler entre les rochers, porter un secret que seuls ceux qui écoutent attentivement peuvent comprendre. Le silbo nous rappelle que la communication ne se limite pas aux mots, elle peut être souffle, rythme, musique. Et aujourd'hui encore, en tendant l'oreille dans les vallées de la Gomera, on peut percevoir ces voix sifflées portées par le vent. À l'échelle mondiale, on recense environ 7000 langues, et même ce chiffre reste approximatif, car au XXIe siècle, de nouvelles langues continuent d'être découvertes. En 2008, dans les montagnes reculées du Pradesh, au nord-est de l'Inde, des linguistes font une découverte incroyable, le Kuro. Cette langue était complètement inconnue jusqu'alors, parlée par seulement quelques centaines de personnes isolées dans des villages perdus au milieu de forêts et de vallées escarpées. Ce qui rend le Kuro fascinant, c'est qu'il défie toute classification. À l'image du géorgien, dont nous parlions au début, le Kuro ne ressemble à aucun dialecte voisin. Il n'est ni tibéto-birman, ni indo-arien. Comme protégé du temps et du monde extérieur, il a conservé sa singularité.
Et pourtant, malgré son isolement, le Kuro est étonnamment riche et précis. Chaque mot reflète la vie quotidienne des habitants, leur environnement et leur culture. Par exemple, il dispose de multiples termes pour désigner différents types de pluie ou les sentiers sinueux et rivières des montagnes. En comparaison, en France, quelques mots suffisent pour dire herbe, pelouse ou gazon, et tout le monde comprend. Mais pour des communautés comme les Touaregs, chaque nuance du désert, chaque souffle de vent, chaque pas sur le sable mérite un mot précis. Le Kuro fonctionne exactement de la même manière. Chaque son, chaque expression capture un fragment de leur vie et de leur environnement. Le Kuro, comme d'autres langues rares, est une fenêtre unique sur l'esprit humain, sur la façon dont des communautés isolées perçoivent le monde et organisent leurs pensées. Peut-être devrions-nous, au lieu de nous concentrer uniquement sur les langues les plus parlées, apprendre à écouter celles qui risquent de disparaître, car chaque langue, même la plus marginale, contient un univers entier. Perdre une langue, c'est perdre une part de notre humanité. Au XIXe siècle, en France, un homme inventa une langue totalement différente, une langue basée sur les notes de musique. Son nom, le sol-ré-sol. François Sudre, musicien visionnaire, voulait créer une langue universelle, compréhensible par tous, sans barrière culturelle ni géographique. Il s'inspire des 7 notes de la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si et associe chaque son à un mot, une syllabe, une idée. Le sol-ré-sol pouvait ainsi être parlé, chanté, joué sur un instrument ou même frappé des doigts. Imaginez, envoyer un message secret à quelqu'un à l'autre bout de la pièce simplement avec une mélodie de 7 notes. Chaque mot est construit comme une petite combinaison musicale permettant d'exprimer des concepts, des actions ou des émotions. Par exemple, la combinaison domina signifiait jour, tandis que sol voulait dire amour. Pourtant, malgré son ingéniosité, le sol-ré-sol ne s'est jamais imposé, trop avant-gardiste pour son époque, trop complexe à généraliser. Il reste aujourd'hui une langue expérimentale, utilisée seulement par quelques passionnés. Et pourtant, son audace et sa créativité continuent de fasciner. Tout comme le silbo de Gomera, le sol-ré-sol montre qu'une langue n'a pas besoin de mots traditionnels, de lettres ou de phrases pour exister. Mais le sol-ré-sol n'est qu'un exemple parmi d'innombrables systèmes linguistiques extraordinaires. Sous les langues codifiées et connues se cachent des trésors inattendus, des codes, des secrets transmis depuis des siècles, des histoires qui défient l'imagination. Préparez-vous donc à plonger encore plus profondément. Bienvenue au niveau 2 de notre iceberg. Durant la Seconde Guerre mondiale, sur le front asiatique, les Alliés étaient confrontés à un problème critique. Leur communication était régulièrement interceptée et décodée par les troupes japonaises. Les Américains multipliaient les changements de matériel, de code et de fréquences, mais rien n'y faisait. Les Japonais continuaient à lire leurs messages. C'est alors qu'un ingénieur civil de Los Angeles, Philip Johnston, eut une idée révolutionnaire. Et si on cessait d'utiliser des codes complexes, mais que nos messages restaient néanmoins indéchiffrables? L'innovation vint des soldats Navajo. Descendants de communautés amérindiennes, ils parlaient une langue si unique que personne en dehors de leur peuple ne pouvait la comprendre. Formés pour devenir des messagers secrets, ces code talkers transmettaient des informations stratégiques à travers le Pacifique dans des conditions extrêmes. Chaque message, qu'il s'agisse d'ordre d'attaque ou de coordonnées de débarquement, était converti en navajo puis transmis oralement ou par radio. Pour les Japonais qui interceptaient ces communications, c'était un véritable casse-tête. Des sons, des mots, mais rien qui ne ressemblait à quelque chose de connu. Ce code était révolutionnaire. Il reposait sur la richesse naturelle d'une langue vivante et non sur des chiffres ou des symboles abstraits. Les Navajo deviennent alors une arme secrète inestimable pour les Alliés. Lors de la bataille d'Iwo Jima, le major Howard Connors, officier de transmission de la 5e division des Marines, disposa de 6 code talkers se relayant sans interruption pendant les 2 premiers jours. Ensemble, ils envoyèrent et reçurent plus de 800 messages sans commettre la moindre erreur. Connors déclara plus tard « Sans les Navajo, les Marines n'auraient jamais pris Iwo Jima ». Le langage, dans ces moments cruciaux, se transforme en arme, en bouclier, parfois même en clé de survie. Des décennies plus tard, en 2010, en Croatie, une jeune femme est retrouvée inconsciente sur une plage, le crâne fracturé. À son réveil, interrogée par la police, elle ne comprend un mot de croate. Elle répond dans un allemand parfait, alors même qu'elle n'a jamais vécu en Allemagne, n'y a jamais étudié la langue et n'a aucun lien avec ce pays. Ses papiers et ses proches confirment pourtant son identité croate. Des phénomènes similaires ont été observés dans l'histoire récente. Après un traumatisme crânien ou un choc émotionnel intense, certaines personnes se réveillent en parlant une langue qu'elles ne connaissent que partiellement. Les scientifiques parlent alors de syndrome de l'accent étranger ou, dans ses formes extrêmes, de réactivation linguistique post-traumatique. Comment expliquer cela? Le cerveau stocke les langues et les souvenirs linguistiques dans des réseaux neuronaux complexes. Une langue entendue ou pratiquée, même brièvement durant l'enfance, peut rester enfouie pendant des années,
prête à ressurgir dans les circonstances les plus inattendues. En réalité, notre cerveau conserve en mémoire des traces de tout ce que nous avons appris, même si nous croyons l'avoir oublié. C'est un peu comme sauvegarder un fichier sur un ordinateur pour économiser de l'espace. Mais parfois, un choc cérébral réactive certaines zones, tandis que d'autres, comme celles liées à notre langue maternelle, peuvent temporairement se déconnecter. C'est exactement ce qui est arrivé à notre Croate. Les médecins pensent qu'elle avait été exposée à l'allemand à travers des touristes rencontrés dans son travail. Son cerveau aurait ainsi accumulé des centaines de mots, et le traumatisme a provoqué la bascule. L'allemand est devenu sa langue dominante. Imaginez devoir réapprendre votre langue maternelle, adulte, mot par mot. Parfois, le cerveau nous joue des tours qui peuvent transformer durablement notre manière de communiquer et avec elle, une part de notre identité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au sud-est du Mexique, dans l'état de Tabasco, existait autrefois une langue rare, l'ayapaneco. Vieille de plusieurs siècles, transmise de bouche en bouche, elle comptait au début des années 2000 à peine quelques locuteurs. Une anecdote a fait le tour du monde. Les 2 derniers locuteurs se haïraient au point de refuser de se parler, condamnant la langue à disparaître. En réalité, cette querelle n'a jamais existé, c'était un récit sensationnaliste pour Internet. Mais la morale est réelle. Une langue peut disparaître simplement parce qu'on ne l'utilise plus. Aujourd'hui, parmi les 7000 langues parlées sur Terre, moins d'un quart sont officielles et la moitié pourrait s'éteindre d'ici la fin du siècle. Le koro, que nous avons évoqué plus tôt, en fait partie. Selon l'UNESCO, une langue disparaît toutes les 2 semaines, silencieusement, sans cérémonie. Certaines langues arctiques possèdent des dizaines de mots pour désigner la neige, chacun reflétant sa texture ou sa densité, ou sa capacité à supporter un traîneau. En Amazonie, certaines communautés utilisent des verbes différents selon que l'information provient d'une observation, d'une intuition, d'une rumeur ou d'une vérité absolue. Ces subtilités, impossibles à traduire dans d'autres langues, s'effacent à jamais avec la disparition des mots et des locuteurs. Souvent, la fin est simple et désarmante. Un dernier locuteur meurt, et avec lui, s'éteint un univers entier, dans un silence presque absolu. Et l'humain n'est pas le seul à posséder des accents. Les animaux aussi développent des variations locales. En 2006, des biologistes britanniques observant des vaches dans le Somerset remarquèrent que leur meuglement différait selon la région. Chaque troupeau possédait sa propre coloration sonore. Ce n'est pas un cas isolé. Baleines à bosse, dauphins, oiseaux et même chèvres adaptent leur son à leur environnement. Les baleines, par exemple, chantent la même mélodie que des groupes séparés de milliers de kilomètres, mais avec des variations dans le rythme ou l'intonation, comme 2 musiciens interprétant la même partition avec l'accent de leur région. Chez les dauphins, chaque individu possède un sifflement signature, comparable à un prénom sonore qui permet de reconnaître proches et membres de sa famille sur de longues distances. Certains oiseaux ajustent leur chant en milieu urbain pour se distinguer du bruit ambiant, tout en gardant des intonations locales. Ce phénomène, lié au mimétisme social, montre que vivre ensemble pousse à harmoniser les sons pour renforcer la cohésion du groupe et la communication. Et nous faisons exactement pareil. Un enfant qui grandit à Marseille parlera naturellement avec l'accent local, même si ses parents nient d'ailleurs. Alors la prochaine fois que vous entendrez une baleine chanter, un dauphin siffler ou une vache meugler, souvenez-vous, eux aussi possèdent leur accent. Poétique et fascinant, n'est-ce pas ? Mais la prochaine étape de notre voyage est plus sombre et mystérieuse. Il est temps de descendre dans le 3e niveau de notre iceberg. Nous entrons ici dans un univers où la parole n'est jamais libre, mais surveillée de très près. Pendant des siècles, l'Église catholique n'a pas seulement guidé la foi en Europe, elle a aussi déterminé quelle langue pouvait être entendue et prononcée dans les lieux sacrés. Depuis le IVe siècle, la règle est claire, la liturgie se pratique en latin. Pas le latin vivant des rues de Rome, mais un latin figé, immuable, celui des Écritures. Résultat, pour comprendre la foi et accéder aux textes sacrés, il fallait maîtriser une langue réservée à une élite. Les fidèles, eux, écoutaient, souvent sans tout saisir, et tenter de briser cette règle pouvait coûter très cher. En Angleterre, au XIVe siècle, le théologien John Wycliffe et ses disciples traduisent la Bible en anglais afin de la rendre accessible à tous. Leur initiative est immédiatement interdite. Certains traducteurs sont arrêtés, jugés et même exécutés.
Plus tard, en 1559, le pape Paul IV instaure l'Index Librorum Prohibitorum, une liste officielle des livres interdits. Parmi eux, de nombreuses traductions de la Bible. La raison est simple, si chacun peut lire et interpréter les textes sans passer par un prêtre, l'Église perd son contrôle sur la parole sacrée. Ce n'était pas seulement une affaire de dogme, mais également de pouvoir et d'unité politique. En France, des dialectes comme le breton, le basque, l'occitan ou le corse sont écartés des offices au profit du français et du latin. En Angleterre, c'est le gallois et l'irlandais qui disparaissent des églises. En Espagne, certaines langues locales sont totalement exclues, et la même stratégie s'applique dans les colonies à travers le monde. Des cultures entières perdent leur lien linguistique avec le sacré. Il faudra attendre le Concile Vatican II entre 1962 et 1965 pour que la messe soit autorisée dans les langues vernaculaires. Pour la première fois, un prêtre peut célébrer la messe en français, italien, polonais ou dans n'importe quelle langue locale. Une victoire tardive, beaucoup de dialectes avaient déjà perdu leur prestige, leur rôle religieux et parfois même leur dernier locuteur. Au début du XXe siècle, en 1912, un libraire et collectionneur nommé Wilfried Voynich explore les archives poussiéreuses d'un collège jésuite près de Rome. Parmi les ouvrages oubliés, il tombe sur un livre extraordinaire. La couverture en cuir est belle, mais ce qui attire réellement Voynich, c'est l'écriture. Une écriture totalement inconnue. Aucun mot ne correspond à une langue connue. Les lettres semblent inventées, formant un texte continu, lisible pour qui saurait le lire, mais incompréhensible pour tous les autres. À cela s'ajoutent des illustrations étranges, des plantes inexistantes, des diagrammes astronomiques impossibles, des figures féminines dans des bassins reliés par des tuyaux. Comme si on venait de découvrir une encyclopédie d'un monde parallèle. L'ouvrage, plus de 200 pages, est rapidement baptisé « Manuscrit de Voynich ». Depuis plus d'un siècle, linguistes, cryptographes et même la NSA ont tenté de percer ses secrets. Sans succès. Certains pensent qu'il s'agit d'une langue oubliée, d'autres d'un code extrêmement complexe, ou encore d'un canular savamment orchestré pour piéger les érudits. Le carbone 14 situe le parchemin au début du XVe siècle, mais cela ne prouve rien. Le texte pourrait avoir été écrit plus tard sur un support ancien. Même avec l'intelligence artificielle moderne, aucune correspondance solide avec une langue humaine connue n'a été trouvée. En 2009, une équipe canadienne suggérait qu'il pourrait s'agir d'un mélange compressé de latin et de langue romane sous forme de code médical. Hypothèse contestée. Aujourd'hui, le manuscrit est conservé à l'université de Yale, à l'abri de la lumière et de l'humidité, et continue de fasciner universitaires et amateurs de mystère. Après plus de 6 siècles, il garde jalousement son secret. Alors, ce livre serait-il le plus mystérieux jamais découvert ? Ou tentons-nous depuis un siècle de traduire la blague la plus élaborée de l'histoire ? À vous de vous faire votre opinion et de partager vos hypothèses dans les commentaires. À la fin du XIXe siècle, une véritable fièvre spirituelle envahit l'Europe et les États-Unis. Dans les salons bourgeois, tard le soir, on se réunit autour de table, attentif aux moindres signes. Et parfois, une voix se fait entendre. Mais pas pour tous. Seuls certains médiums affirment pouvoir capter ces messages venus d'ailleurs, par la parole, l'écriture ou même par des dessins. Certains transcrivent mot pour mot ce qu'ils entendent. D'autres laissent leurs mains tracer des phrases qu'ils ne comprennent pas toujours eux-mêmes. Et parfois, les messages apparaissent dans des langues étrangères, du latin médiéval, des dialectes oubliés, ou même des suites sonores qui ressemblent à une langue structurée, mais qu'aucun linguiste ne reconnaît. Des cas célèbres existent. Au début du XXe siècle, Pearl Curran déclare recevoir les voix d'une femme du XVIIe siècle parlant un anglais ancien qu'elle n'a jamais étudié. Au Brésil, Chico Xavier, figure emblématique du spiritisme, rédige des centaines de livres psychographiés dans des styles variés et parfois en langues inconnues. La science, elle, propose des explications rationnelles. Les psychologues parlent d'écriture automatique, un phénomène où le cerveau produit un contenu sans contrôle conscient total. Cela peut survenir lors d'états modifiés de conscience, d'hypnose, de dissociation ou de transe, exploitant des souvenirs et connaissances stockés dans la mémoire implicite. En clair, le médium n'est pas forcément en train de tricher. Il peut réellement avoir l'impression que les mots ne viennent pas de lui, par un mécanisme d'auto-persuasion. Des neuroscientifiques brésiliens ont étudié le cerveau d'un médium expérimenté pendant l'écriture automatique. Le résultat ? Une activité réduite du cortex préfrontal alors même que la qualité et la cohérence des textes restaient élevées.
Pourtant, malgré toutes ces explications, certaines séances restent déroutantes, notamment lorsque le médium fournit des informations précises sur des inconnus qu'il n'a jamais rencontrés. Bien sûr, de nombreux charlatans profitent de la crédulité des gens pour s'enrichir, mais certains cas troublants continuent d'alimenter la théorie selon laquelle certains médiums pourraient réellement capter quelque chose. Ou quelqu'un. Et si l'homme cherche parfois à communiquer avec les esprits, il arrive aussi qu'il fasse tout pour les éviter. C'est ce qui nous conduit au 4e et avant-dernier niveau de notre iceberg, là où le silence et la peur règnent plus que la parole. Certains nombres ou formules semblent anodins à première vue. Mais dans différentes cultures, ils portent un poids symbolique immense qui traverse les siècles. En Occident chrétien, le plus célèbre reste sans doute le 666, le fameux nombre de la bête de l'Apocalypse de Jean. Pendant des siècles, il a été craint comme un signe du diable ou un présage néfaste. Dans de nombreuses villes, on passe volontairement du 665 au 667 sur les plaques de rue et certains immeubles sautent directement du 5e au 7e étage. En Asie, le chiffre redouté n'est pas le même. En Chine, au Japon ou en Corée, c'est le 4 qui inspire la peur, car sa prononciation ressemble au mot « mort ». Dans certains hôpitaux japonais, il n'y a tout simplement pas de chambre numéro 4. Dans les ascenseurs chinois, les étages 4, 14 ou 44 sont souvent remplacés par 3, 13 ou 43. Le raisonnement est simple. Pourquoi risquer d'invoquer la malchance ? Mais les nombres ne sont pas les seuls concernés. Certaines formules ont également été jugées dangereuses. Dans le folklore européen, certaines prières étaient réputées capables d'invoquer le diable. Dans la Kabbale juive, des combinaisons de lettres restaient secrètes de peur qu'elles soient utilisées pour nuire. En Mésopotamie, il y a 3000 ans déjà, certains mots étaient considérés comme porteurs de maladies, de malchance ou même de mort pour ceux à qui ils étaient adressés. Aujourd'hui, beaucoup de ces superstitions ont tendance à disparaître, mais la méfiance persiste. Certaines compagnies aériennes continuent d'éviter le siège numéro 13, et même dans nos sociétés rationnelles, les mots et les chiffres conservent un certain pouvoir. Cette idée, qu'on pourrait qualifier de pseudo-scientifique, a même donné naissance à des pratiques mystiques. Certains prétendent que dessiner le mot « bon » sur un grain de riz le rendrait comestible, tandis qu'écrire « mauvais » le ferait pourrir. Bien sûr, aucune preuve scientifique ne soutient ces croyances, mais elles réveillent quelque chose de profond sur l'homme, notre besoin de donner du sens au monde, de contrôler l'incontrôlable, d'imposer notre volonté sur l'invisible. Et le pouvoir du langage ne se limite pas aux humains. En Louisiane, le Catahoula léopard, chien au pelage tacheté et aux yeux vairons, réputé pour son intelligence et son aptitude à collaborer avec l'homme, a développé avec son maître un véritable langage, pas seulement par des ordres ou des gestes, mais par des regards, des inclinaisons de tête et des aboiements précis. Avec le temps, une forme de communication quasi-linguistique semble s'être créée entre eux, à mi-chemin entre notre langage et le leur. Ce lien fascinant a inspiré l'Université de Californie à San Diego, où des chercheurs ont exploré jusqu'où la communication humain-chien pouvait aller. Ils ont utilisé des dispositifs appelés systèmes de communication interespèces augmentés, où des chiens pouvaient presser des boutons pour prononcer des mots. Stella, un mélange de Catahoula et de Blue Heeler, a particulièrement impressionné. Elle parvenait à exprimer ses besoins et à communiquer avec les chercheurs à travers des mots et des gestes, ouvrant la voie à de véritables échanges. Même sans ces expériences, tout propriétaire de chien le sait, nos compagnons comprennent bien plus qu'ils ne peuvent dire. La science le confirme, ils détectent nos émotions, interprètent le ton de notre voix et répondent avec sensibilité. Aujourd'hui, des équipes de linguistes et de neuroscientifiques travaillent à l'élaboration d'un véritable dialecte interespèce entre l'homme et le chien. Alors, ce vieux rêve pourrait-il un jour devenir réalité ? Pourrons-nous inventer une langue commune avec nos compagnons canins ? Et si cela arrive, seriez-vous prêt à la parler ? Imaginez un monde où certaines idées deviennent impossibles. Non pas parce qu'on vous interdit de penser, mais simplement parce que vous n'avez pas les mots pour les exprimer. C'est le principe du Newspeak, la langue inventée par George Orwell dans 1984. Dans ce roman, chaque mot supprimé correspond à une pensée effacée. Chaque nuance interdite devient un crime.
La liberté s'efface, la rébellion devient inconcevable, et même l'idée d'oppression devient difficile à formuler. Traduction : limiter le vocabulaire, c'est limiter la pensée. Et ce n'est pas qu'une fiction. Dans le monde réel, certains régimes ont tenté des expériences similaires. Dans l'Union soviétique des années 1920-1930, des versions simplifiées du russe ont été promues pour restreindre les ambiguïtés et imposer une pensée correcte. Les manuels scolaires et la presse étaient adaptés et les mots jugés dangereux disparaissaient progressivement. La linguistique moderne confirme ce qu'Orwell décrivait. Les mots façonnent notre perception du monde. Moins vous possédez de vocabulaire, moins vous pouvez conceptualiser vos idées. La langue n'est jamais neutre. Elle structure, encadre et parfois emprisonne. Le Newspeak va plus loin que le contrôle politique. Il montre qu'une société peut être dirigée par les mots qu'elle autorise. Supprimer un mot, c'est supprimer une pensée, une possibilité d'imaginer ou de contester. Des études contemporaines l'ont confirmé. Certaines populations parlant des langues limitées pour décrire les couleurs, le temps ou les nombres perçoivent ces concepts différemment. Supprimer les mots pour liberté ou justice rendent ces notions floues, difficiles à penser, encore moins à revendiquer. La leçon est glaçante. Parfois, pour contrôler un peuple, il n'est pas nécessaire de lui enlever les armes, il suffit de lui retirer les mots. Mais si vous pensiez avoir exploré toutes les dimensions du langage humain, détrompez-vous. Plongeons maintenant dans ces abysses, là où les mots eux-mêmes deviennent des énigmes. Tout commence avec les textes apocryphes, ces écrits oubliés qui circulaient dans les monastères médiévaux, loin des regards indiscrets. Dans un d'eux, il est question des Grigoris, ces anges déchus, fascinés par le monde des hommes, mais terriblement dangereux. Parmi les secrets qu'ils auraient laissés derrière eux, une langue. Une langue que personne, pas même les plus érudits, n'a jamais pu prononcer correctement. Dans les cercles ésotériques, on l'appelle la langue des Grigoris. Chaque mot, chaque vibration avait pour but d'influencer l'esprit de celui qui l'entend. Les récits racontent qu'un simple fragment pouvait provoquer hallucinations, frissons glacés ou visions d'entités invisibles. Certains grimoires conservent encore des fragments, mais les linguistes modernes, fascinés et terrifiés, concluent « Cette langue dépasse la capacité vocale humaine. Pour la parler, il faudrait atteindre des fréquences impossibles ou articuler des sons inaccessibles à notre bouche. En clair, une langue terrestre, mais pas conçue pour nous. » Et l'histoire ne s'arrête pas là. Certains fragments suggèrent que les Grigoris ont créé cette langue comme une barrière, un piège destiné à protéger leur savoir et empêcher quiconque d'invoquer leur pouvoir. Tenter de la prononcer provoquerait une sorte de résistance physique, comme si l'air refusait de former les sons. Malgré sa dangerosité, cette langue a survécu. Gravée dans les mythes, conservée dans des textes oubliés, entrant encore dans les rêves et les cauchemars de ceux qui s'en approchent. Au cœur de l'Amazonie, certains villages isolés perpétuent des traditions millénaires. Parmi elles, une pratique extrême, laisser leur langue mourir. Pas parce que l'histoire coloniale ou la globalisation, mais par choix conscient. Quand un ancien estime qu'une langue a accompli sa fonction, qu'elle a transmis son savoir et protégé le secret des ancêtres, elle est mise en sommeil. Les locuteurs cessent de l'utiliser et la langue disparaît avec eux. Les linguistes racontent des scènes saisissantes, des villages entiers adoptent une autre langue du jour au lendemain, mais certains mots anciens persistent, chuchotés à voix basse comme des prières interdites. Cette extinction volontaire est un acte de respect. La langue appartient à un esprit, un ancêtre, et la prolonger au-delà de son temps serait un affront. Pourtant, cette disparition volontaire laisse des traces dans les chants, les rituels, les rêves. Certaines langues d'Amazonie, comme le Rosigaro au Pérou ou le Toshiro en Équateur, n'ont survécu que dans des enregistrements, refusant de vibrer dans la gorge d'un homme. Ces cas montrent que certaines langues ne meurent pas seulement avec le temps, elles choisissent de disparaître, emportant des siècles de culture et de savoir. Le langage n'a alors plus qu'un être vivant, avec ses cycles, capable de mourir de sa propre volonté. Nous voilà au bout de cet iceberg. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Si cette plongée vous a fasciné, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez vos impressions en commentaire. Restez connectés, un nouvel épisode arrive très bientôt. Prenez soin de vous.